Bonjour et bienvenue à une nouvelle édition des tables rondes de Trait d'Union proposées par le groupe OCP. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite de notre cycle consacré à la transition agricole et que nous dédions aujourd'hui à un sujet peu abordé. Pour cette journée du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, nous allons donner la parole à des agricultrices européennes et africaines. Et oui, la place de la femme dans l'agriculture, c'est aussi un sujet de transition dans les deux continents. Nous allons écouter le parcours de ces femmes entre témoignages personnels et regards analytiques. Nos invités vont nous livrer leur vision du monde agricole qui reste encore très dominé par les hommes. Alors, quelques chiffres pour étayer cela. En Europe, les données d'Eurostat 2016 indiquent que 29% des exploitations sont dirigées par des femmes, mais que ce chiffre traduit de grandes disparités entre les États membres. Les femmes directrices d'exploitation sont plus nombreuses en Europe de l'Est, en Lituanie et en Lettonie. Par contre, elles sont les moins loties à Malte, en Allemagne, en Danemark et aux Pays-Bas. Cela est dû, selon Eurostat, au gap générationnel. Seulement 4,2% des femmes dirigeantes de fermes agricoles en Europe sont âgées de moins de 35 ans et plus de 42% ont plus de 65 ans. En France, la situation s'est bien améliorée ces dernières décennies. Les femmes représentent 30% des actifs permanents agricoles et un quart des chefs d'exploitation. Chez elles se posent aussi les mêmes questions de vieillissement de la population et de statut inachevés. Mais il y a une ébauche de rajeunissement de la profession. Plus de 60% des étudiants de l'enseignement supérieur agricole en France sont des filles. Alors évidemment, les enjeux de la place des femmes agricultrices ne sont pas les mêmes entre l'Europe et l'Afrique. Je vous invite à voir notre note de présentation envoyée dans le chat, où vous allez avoir plus de détails. Dans certains pays africains, les femmes représentent 60% de la main-d'œuvre agricole. Pourtant, elles bénéficient rarement des mêmes droits que les hommes. Le manque d'accès à la terre, au financement, aux nouvelles technologies ou à la formation freine leur productivité. Comment donc placer les femmes au centre de la transition agricole européenne et africaine? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec nos invités. Madame Martine Pétavin, agricultrice en Lozère, à l'Altaré, près de Bagnoles-les-Bains, adjointe au maire d'Alinck. Bonjour. Oui, bonjour. Madame Sana Woni Tiementa, vous êtes présidente de la coopérative Femmes en Action. Vous êtes aussi vice-présidente de la Fédération nationale des jeunes agriculteurs du Mali et cofondatrice du Centre de formation de la femme rurale. Bienvenue. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à Madame Muriel Penon. Vous êtes agricultrice en Charente-Maritime et porte-parole des L de la COP. Vous venez entre autres nous parler de l'accès des femmes agricultrices au poste d'administratrice dans les coopératives. Bonjour. Bonjour Nadia. J'accueille Madame Alimata Koulibaly, directrice d'une société de transformation des céréales, les Précuits, en Côte d'Ivoire. Et vous êtes avec nous, Madame Koulibaly, pour nous parler de la place de la femme dans la chaîne de transformation agricole. Bonjour. Bonjour Nadia, bonjour. Et enfin, j'accueille Monsieur Pierre Jacquemot, économiste, professeur universitaire, ancien ambassadeur de France au Kenya, au Ghana et au Congo-Kinshasa. Vous êtes aussi, Monsieur Jacquemot, président de la plateforme alternative et administrateur du GRET. Vous avez publié plusieurs travaux sur l'Afrique et vous êtes auteur, entre autres, d'une étude parue en 2019 sur l'autonomisation des femmes en milieu rural en Afrique que nous envoyons aussi à notre public via le chat. Bonjour. Bonjour. Je précise aussi que nous aurons dans le cadre de ce webinaire le témoignage de Madame Onye Unachukwuo, Digital and Business Development Analyst à OCP Africa au Nigeria, qui va nous présenter le programme Women in Agri-Booster, un programme dédié aux femmes agricultrices africaines afin de les aider à accéder aux moyens de production et au marché. Merci donc à nos panélistes d'avoir accepté notre invitation. Grand merci au public, de plus en plus nombreux à nous suivre. Je vous invite à commencer à poster vos questions dès maintenant. Nous allons y répondre à la fin de cette discussion, comme d'habitude. Et je précise aussi que la vidéo de cette rencontre sera publiée sur la chaîne YouTube de l'OCP. Je vous invite à la partager autour de vous.
Et sans plus tarder, je commence avec vous, Madame Martine Pétavin. Après avoir travaillé 9 ans comme comptable en entreprise, vous reprenez l'exploitation familiale en Lozère à l'âge de 30 ans. Vous gérez seul un projet d'élevage de vaches laitières avec transformation fromagère et vous faites aussi de l'agriculture bio. Un tiers des agriculteurs en France sont des femmes, comme on a vu. Le statut de la femme en France est pourtant assez récent. Pouvez-vous nous parler de votre expérience d'agricultrice? Oui, bonjour à tous. Donc, je suis exploitante agricole à part entière sur une exploitation en GAEC avec mon beau-frère. C'est moi qui m'occupe intégralement de toute la gestion. Lui, c'est la fabrication fromage et les machines. Et donc, moi, je m'occupe de toute la gestion. Ensuite, donc, mon parcours, j'avais fait des études agricoles, donc un BTAG, et ensuite un BTS gestion d'entreprise agricole, et ensuite, en cours du soir, un DUT de gestion générale. J'ai travaillé 9 ans en entreprise dans le bois comme comptable, et donc j'ai repris l'exploitation de mes parents en 99. En 95, et nous avons fait l'engagement en agriculture bio en 99. Mon parcours n'a pas été perturbé par le fait d'être une femme, parce que déjà j'étais fille d'agriculteur. J'ai été en milieu scolaire où il y avait très peu de filles, puisqu'on était, je crois, 7 filles sur 70 étudiants en BTS, donc c'est quand même un parcours toujours avec un milieu masculin. Et ensuite, au niveau travail, ce n'est pas plus gênant que ça, puisqu'aujourd'hui, avec la mécanisation, le robot, l'informatisation, on n'est pas trop gêné par la force physique qui pourrait être un frein pour une femme. Ensuite, dans le cadre de l'insertion dans le milieu agricole, réunion, formation, etc., il n'y a pas de souci particulier. Après, bon, il est évident qu'en tant que femme, eh bien, il faut s'imposer un petit peu. Les machos, ça existe toujours. Mais bon, ce n'est pas quelque chose qui m'a perturbée moi-même. Voilà, dans mon parcours. Je Merci suis dans un beaucoup. département. Voilà. Oui, merci beaucoup pour votre Voilà. témoignage. Alors, vous soulignez que effectivement, la mécanisation, la robotisation ont atténué la pénibilité du travail. Je me tourne vers vous, Madame Muriel Penon. Vous avez 50 ans, fille de 2 agriculteurs, exploitante avec votre mari d'une ferme en Charente-Maritime. Vous avez toujours entendu votre maman vous dire « je ne suis rien », faisant référence au statut des femmes de sa génération qui n'avaient aucun statut, aucun droit, même si elles ont passé toute leur vie à travailler dans les champs. Est-ce que pour vous, cette situation a changé et comment le mouvement coopératif que vous connaissez bien a-t-il pu améliorer la situation des femmes agricultrices en France ? Alors oui, en effet, à l'époque de ma maman, c'est-à-dire dans les années 70-80, le statut de la femme n'était pas du tout celui que l'on connaît aujourd'hui. Ma maman a été conjointe collaboratrice, je vais dire presque sur la fin de sa carrière, parce que c'était à peine 8 ans avant qu'elle soit en retraite. Ce statut date simplement de 1999, et donc c'est mon papa qui cotisait pour ma mère pour qu'elle ait une toute petite retraite. Aujourd'hui, elle a toujours été la femme d'un agriculteur. Elle n'avait pas son propre statut social, je veux dire. Aujourd'hui, je suis chef d'une exploitation agricole associée avec mon mari, mais je suis également une élue. Et ça, c'est quelque chose aussi qui a largement évolué. Je suis d'abord élue la première femme de ma coopérative céréalière, voilà maintenant 7 ans. Je suis aussi
une élue de la Chambre d'agriculture de mon département, la Charente-Maritime, depuis maintenant 3 ans. Et donc, là, pour le coup, à échanger avec ma maman, elle me dit régulièrement, mais quel chemin, quoi. Voilà, il y a un grand pas. Aujourd'hui, j'avoue que j'ai une pensée particulière en ce 8 mars pour toutes les femmes qui se sont battues avant moi pour faire que j'en arrive à ces postes-là aujourd'hui. Fièrement, je vais même rajouter fièrement, je le revendique très souvent que je suis la première femme élue de ma coopérative. Et donc, comme dans la vie, j'ai appris que rien n'est acquis, c'est à mon tour d'essayer de passer le relais, je vais dire. Donc, depuis 2018, je suis la porte-parole d'un collectif qui rassemble les administratrices de toutes les coopératives de France, qui s'appelle les Ailes de la COP. Et donc, nous essayons de faire bouger le curseur un petit peu. On est donc parti du constat qu'en France, nous sommes environ 26% de femmes chefs d'exploitation, comme vous l'avez dit dans votre présentation tout à l'heure. Seulement, nous ne sommes que 9,7% de femmes à être administratrices dans des coopératives. Et je n'ai même pas le chiffre de la représentation au poste de vice-présidente ou de présidente de ces coopératives agricoles. Donc, l'idée, c'est bien d'essayer d'ouvrir de nouveaux horizons, de faire comprendre l'intérêt de la mixité dans les instances décisionnaires, même agricoles. Alors, au niveau de la Chambre d'agriculture, c'est quelque chose qui a été plus ou moins imposé par la loi. Nous sommes une femme pour 2 hommes et même au sein de la représentation du bureau de la Chambre d'agriculture. Mais je suis la seule femme dans le bureau de ma coopérative. Donc, la loi n'a pas encore rattrapé les coopératives agricoles. Et donc, ce collectif des Ailes de la COP travaille aussi pour faire prendre conscience à tous ces hommes qui dirigent les coopératives de la richesse que peut apporter la féminisation de leurs conseils et au moins la mixité et la représentation du sociétariat agricole. Ça reste quelque chose de très important pour nous. On a une place à prendre, elle est complètement légitime et on travaille encore là-dessus. Merci Donc, beaucoup. pour ce qui est, pardon, juste pour terminer, pour finir, pour impulser un peu ce mouvement, on propose des formations à destination des femmes pour prendre confiance en elles, oser prendre la parole en public, mais on s'adresse aussi aux hommes qui dirigent ces coopératives. Et on organise bientôt, là, au mois de juin, un grand événement au niveau de la coopération agricole pour leur faire comprendre l'intérêt de la mixité dans les conseils d'administration des coopératives. Justement, c'était ma question parce que au-delà des formations, de former les femmes, effectivement, c'est un message aussi à transmettre aux hommes. C'est ça, exactement. Voilà, vous disiez que le problème n'est pas tant un problème de loi, mais plutôt de leur application, de la rapidité d'application de la mixité dans les instances coopératives. Nous allons revenir sur ce sujet du côté africain tout à l'heure, mais je me tourne vers vous, Madame Sanawoni Tiementa, pour nous donner justement une ébauche du contexte africain. Vous avez 38 ans, vous avez initié une expérience intéressante au Mali, à travers ce groupement de 14 femmes qui s'appelle Femmes en Action, un projet de culture maraîchère et de pisciculture sur des planches dans les cours des maisons et ensuite dans un centre à Bamako, cela pour contrer le problème d'accès à la terre pour les femmes agricultrices africaines. Et plus généralement, c'est l'accès aux ressources financières et matérielles qui fait défaut aux agricultrices. Comment, selon vous, permettre un accès à ces ressources ? Bonjour encore une fois à tous et à toutes. Merci Nadia pour l'opportunité que vous nous donnez comme agricultrice ce matin pour nous exprimer. Voilà, Madame Tiementa, il y a un petit souci de son. Est-ce que vous pouvez rapprocher votre micro? C'est bon? Voilà, c'est bon. Okay. Donc, je disais encore bonjour à tout le monde. Et merci à l'OCP pour l'occasion qui nous a donnée
femme agricultrice de nous exprimer ce matin. Pourriez-vous tenir votre micro à la main pour qu'on puisse entendre? Voilà. Là, c'est bon? C'est bien. Là, ça passe. Ok, d'accord. Désolée, hein? Donc, je commence par souhaiter une très bonne fête de 8 mars à toutes les femmes du monde entier et particulièrement aux femmes agricultrices. Donc, merci à l'OCP qui nous donne l'occasion ce matin de nous exprimer sur la question de la femme dans le milieu rural, dans le milieu agricole. Donc, comme Nadia l'a dit, je suis juriste de formation et marketeur, représentante d'une société de communication au Mali, mais je préfère dire que je suis une jeune femme agricultrice. Agricultrice, pas par formation, mais par amour de la chose que j'ai acquis par une femme très brave qui est ma maman, avec qui je suis aujourd'hui cofondatrice du centre de formation La Femme Rurale. Donc, l'initiative, l'idée du maraîchage sur table est venue pour pallier un peu à ce problème de ressources agricoles, de ressources, d'accès à la terre pour la femme agricultrice au Mali. Donc, c'était venu avec l'urbanisation galopante qui prenait les lopins de terre que nos pauvres mamans cultivaient ici, d'abord à Bamako et ensuite dans les périphéries parce que la ville s'agrandit au-delà. Donc, on s'est dit pourquoi ne pas trouver une solution pour pallier à ce problème-là. Donc, il faut se dire qu'en Afrique subsaharienne, la femme représente 55 à 60%, 55 à 60% de la main-d'œuvre active dans le monde agricole. Donc, pourquoi cette femme n'a pas la place qui devrait lui revenir? Donc, avant de s'attaquer à ce problème, on a initié ce programme de maraîchage sur table. C'était une solution pour pallier à ce manque de terre que connaissaient les femmes agricultrices du Mali. Donc, à ce problème s'ajoutait l'exode rural, parce qu'il faut se dire qu'en Afrique, et je dirais au Mali, le bras valide du monde agricole, ce sont les femmes et les jeunes. Il faut qu'on se le dise. Et aujourd'hui, ces jeunes sont plus poussés vers l'exode, vers l'immigration. Ils désertent les champs, ils désertent les villages au profit de l'Europe, de l'Amérique, parce qu'ils se disent que là-bas, l'herbe est plus verte. Alors que moi, à mon entendement, je dirais que c'est tout à fait le contraire, parce que tous ces grands pays que nous voyons qui se sont développés, ce sont de grands producteurs. Et aujourd'hui, qui ne maîtrise pas l'agriculture ne peut pas dire pouvoir subvenir aux besoins de sa population. Donc, on est obligé de maîtriser ce phénomène-là, cette activité-là. Donc, pourquoi la femme et le jeune rural, qui représentent 50 à 60% de ces bras valides-là, ne sont pas valorisés? Pourquoi elles n'ont pas le même accès à la terre que les hommes, spécialement au Mali? Comme Madame Muriel vient de le dire, c'est pas une question de loi, je dirais. C'est une question d'applicabilité de ces lois-là. Les gouvernements, les services au développement ont fait beaucoup de chemin dans ce sens-là. Ils en ont fait beaucoup. Au Mali, il y a une politique agricole, il y a tout un document, toute une documentation agricole sur l'agriculture, juste pour valoriser la place, pour donner une place à la femme, pour légaliser la place de la femme agricultrice. Donc, il y a la loi d'orientation agricole qui est là au Mali, mais le contenu de ce document-là et la réalité sur le terrain font deux. Sinon, dans ce document, il est bien stipulé un certain pourcentage des terres arables d'une famille, d'une localité, d'une communauté qui devrait revenir aux femmes agricultrices. Alors, il y a toujours la question de l'applicabilité qui se pose. Et pourtant, nous jouons un rôle prépondérant pour la stabilité des ménages.
nous restons toujours la couche la plus marginalisée. Pourquoi? Pourquoi cette limitation aux ressources productives? Nous avons droit au même titre, je dirais, à la terre, aux ressources, aux intrants de qualité, à la technologie, tout comme les hommes, aux crédits agricoles, pourquoi pas? Mais aujourd'hui, je prendrai exemple spécialement sur mon pays. Aujourd'hui, par exemple, nous avons des crédits agricoles qui sont accordés par des banques. Nous avons des équipements agricoles qui sont donnés à crédit aux agriculteurs. Je dirais bien agriculteurs, pas avec grand A, hein, agriculteurs avec petit a, parce que les femmes représentent une petite couche, une petite marge. Il y a des équipements comme des tracteurs, des motoculteurs qui sont donnés pour faciliter l'agriculture, mais c'est à 90% alloué, ces crédits-là sont à 90% alloués aux hommes. Pourquoi? Écoutez, Pourquoi aux hommes? Bonne question. Votre intervention, en fait, a tourné sur ce problème d'accès à la terre et ce qu'on remarque, c'est effectivement pas d'actifs fonciers, pas de crédit. Pas de crédit, pas d'équipement et donc pas le droit à la décision. C'est un peu le cercle que vous avez décrit dans votre intervention, Madame Tiamenta. Pour le cas du Mali, mais je pense pour beaucoup d'autres pays africains. Je me tourne vers vous, Monsieur Pierre Jacquemot. D'après votre étude, quelle est à votre avis justement la solution à ce problème d'accès à la terre, à ce problème de foncier pour les femmes agricultrices et comment arriver à rendre ces femmes autonomes dans un environnement où elles ne possèdent rien, où il y a une distribution inégalitaire des tâches? Oui, merci, merci de me donner la parole. Et moi aussi, je veux m'associer aux félicitations envers les femmes pour le formidable travail qu'elles peuvent faire pour conquérir leur autonomie, singulièrement en Afrique, parce qu'il y a beaucoup à faire. Le point de départ, c'est quand même une société patriarcale dans le monde rural majoritaire en Afrique et qui empêche souvent les femmes d'accéder à la terre et d'accéder au crédit et donc aux équipements. Ceci a été parfaitement expliqué. Donc il y a un fond, je dirais, social qui est péjoratif envers les femmes et qui tient à un certain nombre de traditions dans les communautés lignagères qui dominent encore une bonne partie du monde rural en Afrique. Et comme vous l'avez dit, pas d'actifs, pas de crédit, pas d'équipement et pas d'amélioration de la productivité des parcelles que occupent les femmes. Alors, il y a trois orientations pour contourner cette difficulté que l'on peut observer actuellement en Afrique et qui ont été en partie évoquées par vos invités tout de suite. La première, c'est l'information. L'information sur les droits des femmes. On vient de le dire, Madame Tiamenta l'a expliqué en ce qui concerne le Mali. Il existe un corpus juridique qui établit une certaine parité et qui devrait se traduire par exemple, en cas d'héritage d'une terre à la suite du décès d'un mari, par la dévolution, la dévolution de cette terre au bénéfice de la femme. Ceci n'est pas toujours le cas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est améliorer l'information. On a cité le cas du Mali, je peux citer le cas très intéressant du Sénégal, des boutiques du droit. L'Association féminine des juristes du Sénégal ont créé un dispositif d'information, surtout en direction des femmes défavorisées dans le milieu rural, pour leur donner des conseils juridiques sur leurs droits, qui sont garantis par la loi, mais qui ne sont pas garantis par la société. Par exemple, il y a un téléphone gratuit d'appel, et il y a des conseils divers en matière juridique, mais également, ils en profitent pour donner des conseils dans le domaine de l'éducation et de la santé. Donc, dès lors qu'on améliore l'information sur les droits des femmes, on leur donne un pouvoir d'autonomisation. La deuxième chose, c'est de contourner cette difficulté du foncier en permettant aux femmes
d'avoir accès au crédit, je dirais, directement. Il y a une expérience très, très intéressante, par exemple au Ghana, mais également dans d'autres pays, de caution solidaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous donner un tout petit exemple que j'ai rencontré au Ghana, où des femmes arrivent à 3 dans une unité de microcrédit, par exemple de la Grameen Bank, et l'une d'entre elles a besoin d'un crédit pour un petit équipement, mais les deux autres se portent solidaires. Et comment elles font? Plutôt que de signer des papiers, on prend une photo des 3 femmes et on le met dans le dossier de demande du crédit. Et si jamais il y avait défaillance, ce qui est très très rare, hein, la défaillance en matière de crédit de la part des femmes, le banquier sort la photo et rappelle aux 2 autres leur devoir de solidarité. Bon, ça paraît modeste comme ça, mais toutes sortes de formules sont possibles en matière d'accès au crédit. D'autres expériences qui tournent autour de l'idée de tontine, hein, qui est la mise dans un pot commun de l'épargne des femmes, au bénéfice d'une d'entre elles qui a un besoin en matière d'équipement, par exemple, qui peut avoir d'autres besoins, est une formule très, très, très développée. Et puis, la troisième chose, c'est évidemment l'organisation en coopérative. Madame Muriel Penon a expliqué de manière formidable la transition en une seule génération du sort des femmes dans sa région, et elle l'illustre parfaitement, qu'elle a pu conquérir son autonomie en prenant une place éminente dans le système de décision. Eh bien, la même chose peut s'observer en Afrique dans un certain nombre de situations, et assurément la création de groupements féminins, la création, voire de coopératives, quand c'est possible, au bénéfice des femmes, est un moyen pour elles de contourner les rigidités du système traditionnel qui pèsent contre elles. Et beaucoup de ces méthodes sont facilitées par la prolifération de téléphones mobiles dans le milieu rural. 25% des femmes en Afrique qui ont un téléphone. Et ce système d'échange permet aux femmes, entre elles, d'échanger sur des formules qui sont pertinentes pour résoudre leurs problèmes. Voilà donc quelques méthodes qui sont utilisées pour contourner, remédier à cette difficulté d'accès à la terre. Merci beaucoup, Monsieur Jacquemot. Vous avez résumé en fait les principales difficultés que rencontre la femme agricultrice, et qu'il y a quand même des solutions, même à petite échelle, qui peuvent quand même leur permettre de contourner ces difficultés-là. Je me tourne vers vous, Madame Alimata Koulibaly. Il y a 10 ans, vous avez démarré votre activité de transformation des produits agricoles. Votre société s'appelle Les Précuits. Vous l'avez démarré à 10 €, vous m'avez dit. Et là, vous êtes à la tête d'un réseau de 50 femmes transformatrices sur Abidjan et plus d'1 millier de femmes agricultrices à l'intérieur du pays que vous avez formées. Vous dites qu'il y a un grand écart entre le statut des femmes agricultrices en Côte d'Ivoire et les femmes transformatrices. Pourriez-vous nous expliquer cet écart? Merci. Et vraiment merci à l'OCP. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole pour un partage d'expérience en ce jour mémorable du 8 mars. Et je vais souhaiter bonne fête aux femmes du monde entier, spécialement aux femmes de la chaîne de valeur agricole. Alors, un grand écart entre les femmes agricultrices et les femmes transformatrices, oui, mais il faut nuancer. La femme agricultrice et la transformatrice, on pourrait dire qu'il y a des blocages, que ce soit du côté de la transformatrice que du côté de l'agricultrice, pour l'atteinte de l'autonomisation de ces deux métiers. Et la femme a une autre approche, si je veux parler des transformatrices, parce que les transformatrices sont instruites. Il y a à peu près 90% de ces femmes
ce qui n'est pas le cas de l'agricultrice et de la commerçante. Dans les zones rurales, les femmes ne sont pas instruites. Et ce qui crée un handicap dans l'évolution de leur statut. On peut dire que sur la situation des agricultrices, elles sont en majorité en zone rurale. Elles-mêmes, leur perception de leurs conditions de vie, qui s'est transmise d'année en année, fait qu'elles considèrent leurs conditions de vie comme normales. C'est logique. Elles s'y accommodent. Cette acceptation de leurs conditions de vie est liée à l'environnement, bien sûr, à leur culture, aux pratiques coutumières et aux religions, à leur éducation qui veut que la femme rurale travaille dans les exploitations familiales sans rémunération, qu'elle produise la majorité des cultures vivrières pour générer le quotidien de l'alimentation de la famille. Selon des données de la FAO, écoutez bien, 67% des femmes rurales se retrouvent dans l'agriculture de subsistance et 60 à 80% de la production alimentaire est assurée par les femmes. Que deviendrait donc le monde sans les femmes? 80% des femmes dans l'agriculture. Une autre étude de la FAO a montré qu'en Côte d'Ivoire, ça c'est vraiment poignant, que 35% des personnes vivant dans les ménages dont le chef de famille est une femme, il y a la richesse à 35%. Alors que lorsque c'est l'homme qui est le chef de famille, la pauvreté est à 38%. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que quand une femme est riche, la famille est riche, la population est riche, le pays est riche, le monde est riche. Quant aux hommes, il y a la pauvreté. Et pourtant, on constate que c'est eux qui ont tout. Alors, comment faire pour endiguer, pour résoudre cet état de fait? La condition de l'agricultrice est bien fragilisée à cause de la mauvaise commercialisation des denrées alimentaires. Il y a des intermédiaires dans les plantations. Comme les produits vivriers, les produits alimentaires sont périssables. Pour ne pas perdre toute la production, les agricultrices sont obligées de brader pour vendre à vil prix. Voilà pourquoi depuis des années, les agricultrices demeurent dans des situations précaires. Elles sont de plus en plus vulnérables. Très bien, pour ce merci. Qui concerne je vous laisse terminer, après, Madame Coulibaly. Bon, je vais parler des transformatrices. Oui, on aura l'occasion d'y revenir peut-être dans une autre question. Je voulais juste en fait résumer les idées que vous avez véhiculées dans votre intervention. Alors, il y a ce problème d'éducation qui revient très souvent, qui est, je pense, l'origine de la dégradation du statut de la femme agricultrice en Afrique. Il y a aussi ce point très important que les femmes sont beaucoup plus aptes à faire grandir les richesses et les revenus. On reviendra aussi sur ce point avec M. Jacquemot tout à l'heure. Je voulais dire que la contribution des femmes africaines pourrait représenter un formidable levier de développement. On l'a tous souligné. Selon la FAO, comme vous dites, les agricultrices africaines pourraient augmenter les rendements agricoles de 20 à 30% si elles avaient le même accès que les hommes aux sources de production. Nous vous invitons à regarder cette vidéo de OCP Africa sur le programme Women in AgriBooster qui vise justement à accroître cette productivité. La vidéo a été réalisée par Onye Unachukwu, Digital and Business Development Analyst de OCP Africa. Écoutons-la. In Africa, women in agriculture are faced with a lot of challenges, from limited access to quality inputs and cultivatable lands to zero training and extension services, which usually results in poor yields and livelihood. A typical example is Hajia Rabiu, whose husband is currently out of job and is the sole breadwinner of her family.
2021 was another farming season for Hajiya Rabiu, a rice farmer from Zaria, Kaduna State, Nigeria. And like the previous seasons, her yield is usually between 1.5 to 1.9 metric ton per hectare. In a bid to increase her productivity, Hajiya Rabiu decided to enroll in OCP Africa's AgriBooster offer. The AgriBooster offer is OCP Africa's initiative in collaboration with key value chain players to bridge the gap in the agricultural value chain and support smallholder farmers. This initiative also supports women in agriculture to get access to quality inputs, cultivatable lands, finance, training on good agricultural practices, extension services, as well as access to market for sales of farm produce. Having participated in OCP's AgriBooster offer, Hajiya Rabiu was able to realize 4 metric tons per hectare in her rice farm. She was also able to employ 2 of her older children in the greenhouse facility which she manages and pay fees for the younger ones in school. Furthermore, Hajiya Rabiu owns a truck that transports her commodities among the rural communities. For Hajiya Rabiu and 25,000 other women farmers across Nigeria and Ghana, the OCP Africa AgriBooster project has supported their family, increased their productivity, as well as giving them a leading spot in the society. Voilà, 25 000 femmes agricultrices au Nigeria et au Ghana formées par ce programme AgriBooster, comme le montre l'exemple de cette femme, Hajiya Rabiu, qui a pu augmenter ses revenus et scolariser ses enfants. Justement, Monsieur Pierre Jacquemot, vous dites dans votre étude qu'en fournissant aux agricultrices des intrants de même qualité et de même quantité que ceux que reçoivent les hommes, et plus généralement en leur ouvrant l'accès à l'enseignement agricole, eh bien, il serait possible d'accroître la production et les revenus agricoles nationaux. Mais il y a aussi, dans votre étude, ce point sur le savoir paysan de ces femmes et leur connaissance intime de la terre et de l'agriculture qui joue aussi. Pourriez-vous nous expliquer cela, Monsieur Jacquemot? Oui, merci de me donner de nouveau la parole. Effectivement, sur à tous les chaînons de la chaîne de valeur de la filière agroalimentaire, on rencontre l'ingéniosité des femmes. Ça a été expliqué tout de suite sur le volet transformation, mais les femmes ont une préoccupation, c'est de satisfaire l'économie domestique et décrocher des revenus additionnels sur les marchés. Donc elles sont en permanence préoccupées par la recherche de solutions aux difficultés qu'elles rencontrent. C'est ainsi qu'elles ont une connaissance très fine des écosystèmes dans lesquels elles vivent. Elles ont une connaissance très fine des modalités de l'agriculture adaptée, et on parle beaucoup d'agroécologie aujourd'hui, mais on peut observer dans beaucoup de régions africaines que les femmes sur des activités maraîchères, par exemple, sont déjà de plein pied dans l'écologie et dans la préservation de la biodiversité, parce qu'elles connaissent la valeur du capital génétique des sols. Je dirais que les femmes aussi veillent au grain, pour reprendre une expression traditionnelle, et en particulier sur les semences. Elles héritent du savoir paysan transmis de mère en fille, une capacité à pouvoir gérer les semences paysannes, connaître leurs modalités de germination et leur potentiel de rendement. Elles savent quand il faut renouveler ce capital semencier. Donc toutes ces activités, si vous ajoutez bien sûr les activités de transformation qui ont été évoquées par Madame Koulibaly, sur lesquelles je ne reviens pas, toutes ces activités font partie intégrante, je dirais, de l'identité féminine dans le monde rural africain. Deux facteurs de transformation qui ont été rapidement évoqués tout de suite. La mobilité des femmes. Pendant longtemps, les femmes étaient enracinées dans leur communauté villageoise, avec peu de perspectives d'information, comme on l'a dit, mais également peu de perspectives de rencontre avec d'autres femmes. Aujourd'hui, la femme rurale en Afrique se déplace, sort du carcan patriarcal et rencontre d'autres femmes, ce qui favorise bien sûr la création de groupements villageois, mais ce qui en plus favorise l'échange et la connaissance de l'ensemble de ces savoirs paysans que portent les femmes, que ça porte sur le maraîchage, sur
le lait, la volaille, et ces échanges d'informations sont extrêmement dynamiques. Voilà, donc il y a cette modalité. L'autre chose qui est importante, c'est que les femmes sortent, comme je viens de le dire, du carcan patriarcal et vont au marché. Et là, elles sont confrontées à une demande de la clientèle qui peut les amener à modifier leur processus de culture, mais également leur processus de transformation, pour mieux s'adapter à la demande qui est de plus en plus une demande urbaine, comme ça a été évoqué tout à l'heure, du fait de l'urbanisation galopante en Afrique. Et donc, elles peuvent, si elles s'y prennent bien, si elles s'organisent, s'adapter aux besoins en matière de légumes, de fruits, de volailles, etc., aux besoins des populations urbaines. Donc, il y a des opportunités qui n'existaient pas aujourd'hui, liées à cette mobilité et liées à cette fréquentation des marchés et de cette confrontation à la demande pour pouvoir améliorer en amont la culture et la transformation des femmes. J'ai juste une petite mention au Niger, parce que j'ai retrouvé et j'ai regardé un peu plus près une organisation féminine qui s'appelle Mata Massou Dubara, qui veut dire en langue locale les femmes ingénieuses, et je trouve que c'est très très intéressant, c'est une bonne illustration. Alors cette organisation est soutenue par CARE, mais également d'autres ONG, en particulier ONG françaises que je peux citer, qui participent très largement au renforcement du capital, je dirais, technique des femmes et la promotion de leur savoir spécifique. Merci. Merci à vous. Tout notre soutien à cette ONG au Niger, des femmes ingénieuses. Je trouve le terme ingénieux aussi. Je reviens à vous, Madame Martine Pétavin. Donc, pour le contexte des femmes agricultrices en France et en Europe, depuis la mise en place des régimes de groupement entre époux, le GAEC, comme vous savez, qui est le groupement agricole d'exploitation en commun, et des EARL, je vais y arriver, qui sont les exploitations agricoles à responsabilité limitée. Y a-t-il, selon vous, des disparités entre les revenus des femmes agricultrices et ceux des hommes en France? Existe-t-il un plafond de verre qui limite la rémunération des femmes agricultrices? À ma connaissance, non, puisque les calculs sont faits à partir des revenus de l'exploitation. Donc, que l'on soit un homme ou une femme, les revenus sont les mêmes. Il n'y a pas de plafond. Et au niveau cotisation sociale, ce sont les mêmes. Donc, au niveau retraite aussi, à carrière égale. Après, bien sûr, tout dépend du statut. Le conjoint collaborateur, évidemment, c'était des calculs sur des forfaits, donc c'est très minime au niveau des retraites. L'exploitant agricole ou l'agricultrice exploitante agricole, carrière complète, aura la même retraite qu'un homme. Je pense les nouvelles lois qui ont paru dernièrement, c'est-à-dire dans les réformes de 2004, avec la création du complément différentiel, permet d'arriver à une retraite minimale qui a été relevée en novembre 2021 à 85% du SMIC, c'est-à-dire de l'ordre de 1035 €. Bon, c'est pas énorme, mais ça permet de rêver à une retraite au moins égale à ça. Voilà. Et la différence homme-femme n'existe pas à carrière égale. D'accord, très bien. Eh bien, c'est un bon point. Je me tourne vers vous, Madame Alimata Coulibaly, pour avoir le son de cloche en Afrique. Alors, vous nous disiez que le problème de la femme agricultrice africaine n'est pas tant celui des lois, mais de leur application. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure au début du webinaire. Beaucoup de femmes refusent de développer leur projet agricole par peur de divorcer ou d'être reniées par leur famille. Comment faire, selon vous, pour les aider à sortir de cette autodégradation? Merci Nadia. En effet, on voit qu'il y a des instruments qui définissent les droits de la femme
que ce soit à l'état international que au national. Je vais citer rapidement quelques instruments. Depuis 1967, c'est-à-dire à peu près 60 ans, à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée générale des Nations unies, la déclaration sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Ça veut dire déjà que depuis 60 ans, on essaie d'améliorer la situation de la femme. En 85 également, à Nairobi, c'était des stratégies et perspectives d'action pour la promotion de la femme. En 95, pareil, c'était à Beijing. En 2003, le protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes, et c'était en Mozambique. En 2015, tout récemment, l'agenda 2030 pour le développement durable. Tout ça pour voir comment est-ce que la femme peut avancer, améliorer son statut, sortir de cette pauvreté qu'on constate chez elle. Cependant, on voit que depuis des années, rien ne bouge. Le constat n'est pas comme on le souhaiterait. Ceci est dû au fait que ce sont des cultures qui sont ancrées dans nos mœurs. Je l'ai dit tantôt, depuis des années, depuis nos ancêtres, il y a une manière de faire. On ne peut changer cette manière de faire aussi précipitamment, même si la volonté y est. Volonté internationale, volonté dans les différents pays. Par exemple, en Côte d'Ivoire, en 2016, la Constitution a consacré à parler de l'égalité des sexes en son préambule. En 2019, favorise la cotation de 30% de femmes dans les assemblées. Ceci n'avance pas parce que la femme elle-même constate que elle est dans son confort, comme on le dit. Il faut du temps pour créer en elle l'estime de soi, pour qu'elle se dise ce que l'homme peut faire, moi, en tant que femme, je peux le faire également. D'accord. Merci beaucoup. Donc, il faut créer de l'estime. C'est une sacrée gageure. Je pense que dans le cadre de votre activité, c'est un peu ce que vous faites un peu tous les jours, Madame Coulibaly. J'ai envie de faire réagir Madame Muriel Penon sur votre activité aussi. Alors, j'ai remarqué tout au long de notre échange, en amont de ce webinaire, que vous êtes diversifiée sur d'autres métiers. Vous êtes agricultrice, vous êtes gestionnaire de personnel, vous êtes commerciale, vous êtes vendeuse. Et je me demande justement, est-ce que c'est une tendance? Est-ce que vous pensez que les femmes agricultrices ont tout à gagner en se diversifiant? Alors, j'aurais tendance à dire oui, oui, mais pas n'importe comment. Mon premier métier, c'est bien d'être agricultrice. C'est là où est mon savoir-faire, c'est là où je fais la différence, ça c'est certain. Mais je le reconnais, c'est indéniable, on est souvent polyvalente et on est obligé d'être polyvalente dans nos métiers. Donc en fait, c'est moi qui m'occupe des papiers et de la comptabilité de l'exploitation. Donc je suis secrétaire, comptable, gestionnaire administrative. On a des saisonniers l'été sur notre exploitation parce qu'on est multiplicateur de semences, donc je deviens chef du personnel. Et puis on fait de la vente directe, donc je prends des commandes, je suis commerciale, je suis vendeuse. Voilà, donc en fait, tout un tas de métiers font mon métier, mais mon premier métier, ça reste d'être agricultrice. Et ça, je le souligne et le rappelle très souvent. La véritable diversification chez nous a commencé en 2017 quand on a démarré la vente directe de notre viande et j'ai pris en charge l'intégralité de la commercialisation sur l'exploitation et ça m'a permis
j'allais dire, de trouver ma place pleinement sur l'exploitation. Parce que du coup, tout naturellement, chacun de nous deux s'est spécialisé dans un domaine. Moi, la vente de nos produits et mon mari, la production. Plus j'avance et plus j'ai un autre projet qui me tient fortement à cœur, c'est qu'on a une vieille bâtisse sur l'exploitation et j'ai dans l'idée de rénover cette maison pour en faire un gîte. J'ai qu'une obsession et une seconde passion aussi, qui pour moi c'est la communication. Et donc je veux communiquer auprès des touristes, faire venir les gens sur mon exploitation et les intégrer, comment dire, les accueillir vraiment dans notre monde agricole et leur expliquer le monde agricole. Donc c'est aussi pour moi une diversification que d'expliquer comment nous travaillons et de communiquer sur nos métiers. Et évidemment sur le statut de la femme dans l'agriculture. C'est aussi un devoir de transmission, je pense. Exactement. Voilà. Exactement. Merci beaucoup pour ce témoignage. Dernière question pour vous, Madame Sana Tiementa. Le monde agricole va au-devant d'une crise générationnelle en Europe comme en Afrique, avec des intérêts marqués des jeunes. Vous êtes vice-présidente de la Fédération des jeunes ruraux du Mali. Est-ce qu'il y a pour vous une opportunité pour revaloriser la place de la femme dans les exploitations agricoles? Et pensez-vous que les jeunes peuvent révolutionner l'agriculture africaine? Merci Nadia pour la question. Avant de répondre à cette question, je vais peut-être me répéter, mais ma réponse sera précédée d'un constat. Je l'ai dit dans ma précédente intervention. Aucune nation, aucune grande nation de ma connaissance ne s'est développée sans l'agriculture. Les grands pays que nous connaissons continuent de promouvoir, de valoriser l'agriculture, ce qui n'est pas le cas en Afrique. Et j'expliquerai l'exode, l'immigration des jeunes par ce fait-là, parce que en Afrique, l'agriculture a toujours cette image vieille des temps immémoriaux où le vieux c'était en daba, un haillon qu'il partait au champ, il revenait fatigué et à la fin de sa vie, c'était une épave. C'est cette image-là, c'est cette idée-là que le jeune d'aujourd'hui a de l'agriculture. Les jeunes qui sont dans le métier agricole aujourd'hui, des jeunes comme moi, qui ont d'autres bagages intellectuels, qui sont venus par conviction dans l'agriculture, sont très peu. On sait aujourd'hui que le monde agricole offre des potentialités, il y a des subventions que les États font, donc les jeunes sont attirés par ça, et non par conviction du métier. Donc, ça va être un défi à relever pour les gouvernements qui doivent, je pense, obliger la jeunesse vers ce métier-là. Mais obliger comment? En y mettant les moyens, en permettant les crédits, en faisant confiance aux jeunes, en faisant confiance aux femmes, en relevant ces défis, en les transformant en opportunités pour les jeunes. Et ça va commencer par l'alphabétisation. Madame Halima l'a dit, la femme agricultrice ou même le jeune rural qui est dans le milieu rural a moyennement accès aux informations par rapport aux jeunes urbains, même qui n'a pas été alphabétisé. Donc, il y a ce côté-là qu'il faut solutionner. Il faut vulgariser l'alphabétisation dans le milieu rural. Après ça, je pense qu'il y a aussi le renforcement de leadership chez les femmes. En Europe, c'est pas la même chose qu'en Afrique. Les femmes ont très peu de pouvoir décisionnel ici en Afrique. Donc, il faut développer ce leadership-là. Elle vient de le dire, il faut créer l'estime de soi chez la femme, surtout chez la femme rurale. L'estime de soi. Question revenue, la femme
elle a 60% d'activité, de participation dans un champ familial. Mais à la récolte, elle n'a pas de revenus. Comment vous expliquez ça? La récolte, c'est pour le mari. La dame, elle est nourrie. On pense qu'on est nourri par l'homme, alors qu'en réalité, c'est nous qui nourrissons l'homme. Nous cuisinons à la maison, nous lui apportons ça. Voilà, nous lui apportons à manger au champ, il se repose, nous continuons à cultiver. Merci beaucoup, Sana. Voilà. Merci beaucoup, Sana. Il y a vraiment une question de fond qu'il faut traiter ici. Oui, tout à fait. Alors, je suis vraiment désolée, le temps nous presse. Vous soulevez des questions très intéressantes sur la position, la place de la femme et la contradiction qu'on peut voir justement entre ce qu'elle fournit comme effort et ce qu'elle gagne comme revenu. Je passe tout de suite aux questions du public. Je vais malheureusement pas pouvoir les poser, en poser plusieurs. J'en ai choisi quelques-unes et c'est une question commune d'ailleurs entre vous, Madame Sana Tiamenta et Madame Muriel Penon. Alors, il y a de plus en plus de signaux politiques de rapprochement entre l'Europe et l'Afrique, dont le dernier est le sommet Union européenne-Union africaine. Malgré la différence des contextes, il y a quand même un réel savoir-faire à transmettre entre femmes agricultrices des deux continents. Comment soigner la terre, comment gagner de la place dans les coopératives, comment aider les productrices à se diversifier. Peut-on imaginer une fédération de femmes agricultrices européennes et africaines dans le cadre de ce nouveau partenariat? Je commencerai peut-être par vous, Madame Muriel Penon, avant de donner la parole à Madame Tiamenta. Alors ça, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. J'aime beaucoup partager. J'étais il y a peu de temps au Sénégal et oui, j'aimerais beaucoup. Ce serait chouette. Très bien. Bon, l'idée est lancée. Peut-être qu'il faudra y consacrer en fait un effort ou en tout cas un début d'ébauche de coopération. Madame Tiamenta, qu'en pensez-vous? Est-ce que pour vous, il y a des terrains de rapprochement sur ce savoir-faire féminin? Madame Tiamenta? Ah, je pense qu'on a un problème de connexion. Est-ce que vous avez peut-être un avis, Monsieur Jacquemot, là-dessus, vous qui avez travaillé sur le contexte africain, qui connaissez aussi le contexte européen? Est-ce que pour vous, ce savoir-faire dont vous avez parlé tout à l'heure peut être le pont entre les femmes agricultrices en Europe et en Afrique? Oui, alors à cet égard, il y a des expériences d'échange direct de savoir de femmes tant françaises qu'africaines, parce que l'échange doit être symétrique. Des femmes françaises ont autant à apprendre des femmes africaines que l'inverse. Il y a des échanges qui se font par le truchement de la coopération décentralisée, celle de ville à ville, de commune à commune, par le truchement également des ONG françaises et africaines qui organisent ce type d'échange et permettent à des femmes de venir les unes en France, les autres en Afrique, pour pouvoir échanger sur leurs pratiques. On trouve de plus en plus de financements privés pour appuyer ce type d'initiative, en particulier des financements venant de fondations qui sont tournées vers l'agriculture. Et je me tiens à la disposition des uns et des autres pour donner plus d'informations sans vouloir faire de publicité. Donc il y a certainement beaucoup plus de choses à faire qui n'en sont faites aujourd'hui, mais il y a des canaux qui sont possibles par le truchement de ces mécanismes de coopération. Très bien. Merci beaucoup pour vos interventions. Nous arrivons à la fin de cette table ronde. Oui. Si vous permettez, je voulais... Oui, allez-y, Madame Koulibaly, on vous entend. Voilà, avec Monsieur Jacquemot du GRET, dans le cadre du projet régional Misola, nous nous sommes déjà rencontrés et je sais que l'État a commis des étudiants de l'Université de Montpellier pour la formation en agrotransformation, la transformation de
de la farine Mizola enrichie de lutte contre la malnutrition en biscuits. C'est dire que ce lien existe déjà, on ne fera que l'intensifier. Merci. Merci beaucoup pour votre témoignage, Madame Koulibaly. Donc, il y a des pistes qui existent déjà. Il faudra juste les consolider, les renforcer. Nous arrivons donc, comme j'ai dit, à la fin de cette table ronde. Merci beaucoup à nos intervenantes et à notre intervenant, Monsieur Jacquemot. Bonne fête des droits des femmes ce 8 mars. Merci beaucoup au public qui nous a suivis. Je vous donne donc rendez-vous pour une nouvelle édition des tables rondes Trait d'Union début mai, où nous aurons l'opportunité de discuter autour de la problématique de l'eau dans la transition agricole. Vous allez recevoir très prochainement une invitation pour ce prochain webinaire. D'ici là, je vous dis très bonne journée à tous et à bientôt.